Bonsoir, bienvenue à la deuxième partie du cours 1. Donc, nous allons poursuivre avec le chapitre 1. On a vu tout ce qui était les lois qui encadraient la pharmacothérapie au Québec. Maintenant, on va parler des erreurs en pharmacothérapie, des responsabilités des autres professionnels avec qui on va pratiquer notre métier, puis on va parler aussi des ordonnances. Donc, qu'est-ce qu'une ordonnance médicale, de quoi ça devrait avoir l'air, c'est quoi les différents types d'ordonnances médicales qui existent. Je suis dans votre chenelière à partir de la page 11. Vous pouvez, encore une fois, suivre directement dans la chenelière ou suivre sur le PowerPoint qui est disponible sous l'onglet du cours 1. Je vous invite toujours à prendre vos questions en note. Soit vous attendez, vous venez poser vos questions quand on fait un retour ensemble ou quand on fait une révision en pharmacothérapie sur le Teams. Ou vous venez directement, quand vous avez une question, vous faites pause sur la vidéo, puis vous venez me voir sur la plateforme Teams. Je suis disponible toujours toutes les heures de cours. Donc, on va commencer. Je vais partager mon écran. Donc, les erreurs qui peuvent survenir en pharmacothérapie, il y a différents types d'erreurs qui peuvent arriver à différents moments, dans différents contextes. On va voir comment on fait pour les éviter. Il faut comprendre que les erreurs en pharmacothérapie peuvent causer des préjudices à nos patients. Un préjudice, c'est qu'il peut avoir en fait un risque pour la santé et la sécurité du patient. En CHSLD, on vous dit dans le chenelière que 42% des erreurs qui ont causé un préjudice à un patient étaient dues à la dose de médicaments. Donc, à la quantité de médicaments qu'on a administrés à un patient. C'est quand même assez inquiétant quand on lit qu'un adulte sur 10, c'est beaucoup, subit une erreur de médicament durant son hospitalisation. C'est énormément de personnes qui, chaque année, dans un contexte où ils sont hospitalisés ou ils reçoivent des soins de santé, ils vont être victimes d'une erreur de médicament. On comprend que quand on est un professionnel de la santé, on a une responsabilité qui est vraiment énorme de s'assurer que ce qu'on fait, ce qu'on donne comme soin à nos patients, ça soit sécuritaire. Les médicaments, ça fait partie des soins qu'on donne sur une base vraiment régulière. On donne des médicaments tous les jours à nos patients, à plusieurs patients par jour. Vous comprendrez que, comme dans n'importe quel autre métier, il y a une possibilité de faire des erreurs. La réalité, c'est que dans notre métier comme infirmière auxiliaire, les erreurs peuvent avoir des conséquences qui sont dramatiques. Donc, si dès aujourd'hui, vous êtes conscient de ce risque-là et que vous appliquez les procédures pour vous assurer que ce que vous faites comme soin, que ce que vous faites quand vous préparez des médicaments, ça limite le plus possible les risques d'accidents, d'incidents, bien, vous assurez la sécurité de vos patients de cette façon-là. Donc, quand on parle d'un incident médicamenteux, donc un incident, c'est vraiment un événement qui va faire en sorte qu'il aurait pu arriver quelque chose à un patient. Donc, un incident, c'est vraiment, par exemple, un événement qui aurait pu être évité, mais qui n'a pas nécessairement causé de problème ou de préjudice grave à un patient. Quand on parle d'un accident, là, c'est vraiment qu'il y a eu des conséquences préjudiciables pour le patient. Quand on fait les statistiques, on ne voit pas vraiment de différence entre les incidents et accidents. On compte une erreur de médicament comme étant une erreur de médicament, peu importe les conséquences. Vous devez comprendre que vous êtes tenu par votre code de déontologie, de savoir ce que vous administrez, de transmettre les informations aux patients, d'agir avec diligence, d'être sûr que ce que vous faites, vous le faites de façon sécuritaire. Donc, quand on classe les erreurs de médicaments, on les classe en fonction de qu'est-ce qui est arrivé comme erreur. Les différentes erreurs possibles, c'est on a donné le mauvais médicament à la mauvaise personne. Donc, Madame Rochon devait recevoir du Tylenol, mais à la place, elle a reçu un médicament pour la pression. Donc, ça, c'est le mauvais médicament. On n'a pas donné le bon médicament à la bonne personne. La mauvaise dose, par exemple, Mme Rochon devait recevoir 325 mg de Tylenol et elle a reçu 650 mg de Tylenol. Là, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où elle a reçu le double de la dose qu'elle aurait dû recevoir. Ce n'est pas toujours des doses qui sont trop importantes. C'est aussi parfois des doses qui sont
pas suffisamment importante. Donc, la mauvaise dose, ça peut aussi avoir des conséquences quand on ne donne pas assez de médicaments. Le mauvais client, j'ai préparé des médicaments pour Mme Rochon, mais par mégarde, je les administre à Mme Tremblay. Donc, c'était les bons médicaments qui étaient dans le pot, mais pas pour la bonne personne. La mauvaise voie d'administration, j'ai administré un médicament que je devais injecter dans le tissu sous-cutané, mais je l'ai injecté dans le muscle. Donc là, plutôt que d'utiliser la voie sous-cutanée, j'ai utilisé la voie intramusculaire. Le mauvais moment, mon patient devait recevoir un médicament le matin à 8 heures et il l'a reçu, par exemple, au coucher. Ou au contraire, le patient devait recevoir un médicament pour l'aider à dormir, puis je l'ai donné au déjeuner par mégarde. Donc, les différentes catégories d'erreurs de médicaments, vous comprendrez que ça va être important de les comprendre pour pouvoir intervenir pour éviter que ces erreurs-là se reproduisent. Quand on va parler des 7 bons qu'on doit faire quand on prépare de la médication, mais c'est directement lié aux causes d'erreurs de médicaments. Donc, avant de donner un médicament à un patient, on va s'assurer que c'est le bon médicament, la bonne dose, la bonne personne, la bonne voie d'administration et le bon moment. Donc, bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie d'administration, bon moment. 2 autres bons s'ajoutent. Donc, les 2 autres bons ne sont pas liés directement à la préparation ou vérification qu'on fait directement par rapport à une pilule pour un patient, mais c'est par exemple la bonne surveillance. Est-ce que je connais les effets indésirables? Est-ce que je sais qu'est-ce que je dois surveiller avant et après avoir administré le médicament? J'ai besoin d'avoir ces informations-là pour être capable d'être sûre que ce que je donne à mon patient, ça ne représente pas de danger. Et s'il y a des effets indésirables ou peu importe, après l'administration, je les connaisse pour pouvoir intervenir rapidement. Le 7e bon, c'est la bonne inscription. Qu'est-ce que ça veut dire, la bonne inscription? Aussitôt que j'administre un médicament, je le signe. Si j'ai une note d'observation à faire, je la rédige. Pourquoi? On travaille en équipe, par exemple. Je donne une pilule à Mme Rochon, mais j'oublie de la signer. Ma collègue avec qui je travaille en diade ne sait pas que la patiente a déjà reçu le médicament. Elle peut lui donner en double. Donc là, je me retrouve à ce que ma collègue a fait toutes ses vérifications. Elle a bien préparé sa médication au bon patient, etc. Mais parce que moi, je ne l'ai pas inscrit dans le dossier, le patient va recevoir le médicament en double. Donc, quand on parle des 7 bons, on va y revenir, mais c'est des moyens qu'on met en place pour faire des vérifications qui vont nous permettre d'éviter des erreurs sur les 5 catégories d'erreurs qui sont les plus fréquemment produites. Quand on fait une erreur, de médicaments, oui, mais peu importe quelle erreur, quand on travaille comme professionnel de la santé, on doit toujours le dire. L'erreur est humaine. N'importe qui peut faire une erreur, ça peut arriver à n'importe qui. On travaille sous pression, on travaille rapidement, on se fait déranger fréquemment. Ça peut arriver à n'importe qui de faire une erreur. L'important, c'est quand on se rend compte qu'on a fait une erreur, on le dit et on prend les mesures pour protéger notre client. Ce n'est pas juste une question de volonté ou d'honnêteté personnelle, c'est une obligation déontologique de signaler tout incident, accident ou omission qui relève de ma faute comme professionnel. Je suis obligée légalement de le dire. Dites-vous que le but de ça, c'est de protéger notre patient. Si je veux me protéger moi et que je ne le dis pas, il y a quelqu'un qui va vivre les conséquences de cette erreur-là. Si je le dis et qu'on le protège, des fois, on évite complètement les conséquences de cette erreur-là. Donc, le plus important, là, c'est de protéger la personne à qui on donne des soins. Je me suis trompée, je l'avoue. Je le dis à l'infirmière, on travaille en équipe, puis on s'assure que le patient est en sécurité, puis qu'on contrôle les conséquences possibles qui pourraient arriver. Donc, j'ai fait une erreur, j'ai donné les pilules à ma patiente, elle les a pris, je me rends compte que j'ai donné les pilules à la mauvaise personne. La première chose à faire, je prends une grande respiration, je reste calme. OK? C'est arrivé. Là, je dois mettre en place les mesures pour protéger mon patient. Donc, je prends une grande respiration
j'avise l'infirmière, puis en équipe, on va trouver ensemble les interventions qu'on va devoir faire pour protéger le patient. Surveiller sa pression artérielle, surveiller les signes d'allergie, surveiller les interactions médicales, les interactions médicamenteuses, peu importe, appeler à la pharmacie. On va mettre en place les mesures qu'on a besoin de mettre pour protéger le patient. Une fois qu'on a fait ça, bien évidemment que le patient, dans ses droits comme personne soignée, il a le droit à l'information. Donc, jamais on va cacher à un patient qu'il a été victime d'une erreur. On va lui dire la vérité. Madame Rochon, vous avez reçu les mauvais médicaments. On a telle mesure qu'on va mettre en place pour s'assurer que vous êtes en sécurité, que tout est correct, que voici votre cloche, tenez si vous avez besoin, je vais venir prendre votre pression souvent. Si le patient n'est pas lucide ou apte à comprendre, on va aviser son représentant. Donc, on va aviser un membre de la famille au besoin. On va remplir un rapport d'incident-accident. Vous avez vu en soins d'assistance comment on remplissait un rapport d'incident-accident. Le but de ces rapports-là, ce n'est pas de vous blâmer. Le but de ces rapports-là, c'est de pouvoir faire des statistiques et de suivre la fréquence de certaines erreurs pour mettre en place des formations, pour mettre des mesures pour les prévenir, pour éviter qu'elles se reproduisent de nouveau. On va rédiger exactement ce qui s'est passé dans notre note d'évolution. On va rédiger les interventions qu'on a faites, les surveillances, puis les observations qu'on a faites par rapport à la situation. Puis l'infirmière, si elle juge qu'il y a des interventions pertinentes à mettre au PTI, elle va ajuster le PTI à ce moment-là. Puis là, en équipe, on va se dire, au rapport interservice, mais Mme Rochon a reçu les mauvais médicaments. Selon la pharmacie, il y a un risque potentiel de somnolence, d'étourdissement ou peu importe, pour que l'équipe qui prend la relève puisse assurer la continuité de soins. Pour qu'elle sache, il faut que je surveille l'état de conscience, il faut qu'on aille la voir plus souvent, qu'on prenne ses signes vitaux, etc. Qu'est-ce qui peut arriver quand on fait une erreur de médicament? C'est évident que les erreurs de médicaments chez nos clients, il y a une perte de confiance qui est potentielle. Le patient, si on lui dit qu'il a reçu les mauvais médicaments, ça se peut que par la suite, il soit plus méfiant et c'est humain. C'est normal d'être un petit peu plus inquiet quand on nous donne des pilules. On va être sûr qu'on prend vraiment les bonnes. Dans certains cas, une erreur de médicament, ça peut vouloir dire que notre patient va devoir rester hospitalisé plus longtemps. S'il y a des conséquences physiques à cette erreur de médicament-là, c'est sûr que le patient, un, peut être hospitalisé plus longtemps, deux, peut vivre les conséquences donc de ces inconforts-là, ces effets indésirables-là liés à la médication. Et bien entendu, il y a déjà des patients qui sont décédés des erreurs de médicaments. Quand je me trompe de dose de certains médicaments, ça peut avoir des conséquences qui sont fatales. Si je donne un médicament à un patient qui a une allergie, puis que je ne le sais pas que je lui ai donné ou qu'il était allergique, si il y a des conséquences qui peuvent être potentiellement dramatiques. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis que c'était juste une petite dose, il n'arrivera rien. On ne le sait pas. C'est d'où l'importance de mettre en place tout de suite les mesures de protection pour assurer la sécurité de notre patient. Mais il faut savoir qu'effectivement, il y a des patients qui décèdent des erreurs de médicaments. Pour le soignant, les conséquences, mais c'est sûr qu'on peut après avoir une perte de confiance en soi. J'ai fait une erreur, là, après ça, peut-être qu'est-ce qui dit que j'en referai pas d'autres? On peut devenir un peu plus insécure. Ça prend beaucoup d'humilité pour aller voir un patient et lui dire qu'on s'est trompé. C'est pas facile d'être honnête, c'est pas facile d'être intègre, de dire écoutez, Mme Rochon, je me suis trompée dans une dose de médicament, je vous ai donné la mauvaise pilule ou peu importe. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir un malaise face au patient, avoir tendance à avoir moins envie d'être avec ce patient-là parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il va penser de moi, il va être méfiant, etc. Quand il y a des conséquences qui sont importantes, mais c'est sûr que ça vient avec le stress d'une poursuite judiciaire. C'est toujours une possibilité. On est responsable, on est imputable des gestes qu'on fait. Donc, oui, c'est pas complètement exclu qu'il pourrait avoir une poursuite de la part du patient ou de la famille quand il y a des conséquences qui sont importantes chez le client. Puis oui, c'est sûr qu'il y a toujours un petit risque potentiel où le soignant pourrait avoir peur de perdre son permis.
Mais tu sais, il faut comprendre que pour perdre un permis ou avoir un permis qui est suspendu, il faut qu'on prouve qu'il y a vraiment eu de la négligence, là. Une erreur, ça peut arriver à tout le monde. C'est sûr qu'il y a certaines erreurs qui sont beaucoup plus graves que d'autres, puis il y a des contextes qui sont beaucoup plus graves que d'autres. Mais de façon générale, le but quand on fait une erreur, ultimement, il faut toujours revenir au patient en premier. Puis si on assume les conséquences et qu'on fait tout ce qu'il y a à faire, généralement, les poursuites ou les suspensions de permis sont très, très, très rares, là. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de très grave ou quelque chose qui est récurrent, qui s'est produit vraiment souvent. Puis je vous dirais que quand on a tout mis en place pour protéger le patient, c'est déjà un bon bout de chemin de fait pour éviter ce genre de conséquences-là, versus si je le cache puis qu'on l'apprend après, je m'expose à des sanctions qui sont beaucoup plus graves. Donc, pour les erreurs de médicaments, c'est important de garder toujours ça en tête que c'est une possibilité, puis qu'on va vous enseigner en pharmacothérapie des moyens de les éviter, ces erreurs de médicaments-là. Des fois, quand on les enseigne, puis quand vous commencez à les appliquer, vous vous dites « Oh mon Dieu, faire les 5 bons 3 fois à chaque pilule que je prépare, si j'ai 12 patients qui prennent chacun 8-10 pilules, ça va me prendre une éternité. » Oui, définitivement, bien faire les choses, ça peut prendre plus de temps, mais ça nous sauve du temps au bout de la ligne si on s'assure de bien administrer les médicaments au bon patient. Et ça sauve beaucoup, beaucoup de temps en termes de sécurité. S'il arrive quelque chose, ça va être beaucoup plus énergivore, stressant d'avoir à gérer une erreur de médicament que d'avoir pris le temps de bien les faire. Donc, ce qu'on va vous apprendre par rapport à la sécurité et à l'administration adéquate des médicaments, c'est vraiment parce qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des conséquences dramatiques, puis on ne veut pas que ça se reproduise. Donc, tout ce qu'on vous enseigne, c'est pour éviter que vous n'ayez pas à vivre ce genre de situation-là, que vos patients soient en sécurité. Ça, c'est important de vraiment bien le comprendre. Je suis rendue dans votre chenelière à la page 14. Donc, à la page 14, on vous parle de la contribution des autres professionnels de la santé par rapport à l'administration des médicaments. C'est important de, premièrement, savoir moi, comme professionnelle, comme infirmière auxiliaire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire par rapport aux médicaments. On en a parlé en éthique. Vous avez une responsabilité de connaître vos activités autorisées, vos activités réservées, parce que c'est à vous et pas aux autres professionnels de savoir précisément ce que vous avez le droit de faire. Mais c'est une responsabilité partagée dans le sens où vous devez connaître le rôle des différents professionnels pour savoir est-ce que ça m'appartient, à qui ça appartient, si je ne suis pas sûre, à qui je dois me référer par rapport à la médication. Donc, dans votre chenelière, à la page 14-15, vous avez un tableau qui vous explique le rôle des différents professionnels en lien avec la pharmacothérapie. Le rôle du médecin, intuitivement, on a tous déjà consulté un médecin, donc on a déjà une bonne idée de à quoi le médecin, à quoi s'attendre par rapport à son rôle. Effectivement, le médecin, c'est celui qui va faire la prescription. Donc, quand il va recevoir le patient, il va faire un diagnostic, voir un peu l'état du patient, ses antécédents, les médicaments qu'il prend tout déjà. Il va faire un lien, tout ça, il va exercer son jugement, puis il va déterminer c'est quoi le meilleur traitement médicamenteux pour le patient. Le médecin va collaborer avec le pharmacien. Ils vont travailler en équipe ensemble. C'est le pharmacien qui va ultimement vérifier vraiment toutes les interactions médicamenteuses, qui va s'assurer que c'est sécuritaire pour le patient de prendre un médicament. C'est et le médecin et le pharmacien en équipe ensemble qui vont s'occuper de ça. Le pharmacien, quand il reçoit la prescription du médecin, il va vérifier le dossier du patient en fonction de ce qu'il prend déjà, de ses antécédents, tout ça. Et il va dire, bon, est-ce que ce médicament-là, ça représente ou pas un danger pour le patient? Si jamais ça représente un danger, le pharmacien va appeler le médecin. Il va s'assurer que la dose qui a été prescrite est adéquate avec le poids, avec la condition du patient. Il va vraiment s'assurer que tout est adéquat. S'il y a des conseils à donner, par exemple, de ne pas prendre 2 heures avant un repas ou 1 heure après, d'éviter tel ou tel, le jus de pamplemousse, etc. Donc, le pharmacien va donner les conseils spécifiques pour le patient quand il prend ce médicament-là.
Le pharmacien va s'occuper de tout ce qui est la distribution des médicaments, la vente des médicaments. Il va s'occuper de tout ce qui est, par exemple, s'assurer que le médecin prescrit les bons tests de laboratoire avec certains médicaments, etc., pour assurer un suivi sécuritaire. C'est aussi le pharmacien qui va faire le suivi des erreurs de médicaments dans les différents établissements de santé avec d'autres professionnels, mais quand il y a des erreurs de médicaments, le pharmacien va aussi contribuer à trouver des moyens pour éviter que ça se reproduise. Donc, le médecin prescrit, le pharmacien valide cette prescription-là, s'assure que c'est sécuritaire pour le patient. Une fois que c'est sécuritaire, que le dossier est surveillé, analysé, le pharmacien va servir le médicament. Quand je travaille dans un établissement de santé, vous comprendrez qu'entre la prescription du médecin et le moment où je reçois la pilule ou le comprimé, j'ai 2 professionnels qui sont déjà passés dans le dossier pour vérifier la prescription. Ça me donne une sécurité supplémentaire. Quand j'ai une prescription, par exemple, verbale de quelque chose qui presse et qu'il n'y a pas cette espèce de tampon-là du pharmacien entre la prescription du médecin et l'administration du médicament, je suis beaucoup plus à risque. Le pharmacien, quand entre les deux, il y a eu la prescription, puis moi, je la prépare et je la donne, le pharmacien, c'est une protection de plus. Donc, si la prescription ne passe pas par la pharmacie quand moi, j'administre le médicament, je dois être 2 fois plus vigilante parce que là, c'est vraiment le médecin qui l'a prescrit, c'est moi qui l'administre. Il n'y a pas cette protection-là entre les deux. Donc, il y a certains types d'ordonnances où je vais devoir être beaucoup plus allumée et faire beaucoup plus attention. Est-ce que quand le pharmacien a vérifié la prescription, ça m'empêche d'avoir mes vérifications à moi à faire? Non, absolument pas. Il peut avoir un risque quand même si le médecin l'a prescrit, le pharmacien l'a vérifié, je dois quand même tout faire les vérifications que j'ai à faire. L'infirmière, son rôle, quand le médecin va faire des prescriptions, elle va prendre la prescription, puis elle va la transcrire au formulaire d'administration des médicaments. Donc, elle aussi va vérifier, en quelque sorte, en fonction des antécédents, des autres médicaments, quand elle va écrire ces informations-là, elle va s'assurer que tout est sécuritaire. Elle va envoyer l'ordonnance à la pharmacie pour que le pharmacien s'en occupe et traite cette ordonnance-là. L'infirmière va administrer les médicaments, donc elle peut les administrer. L'infirmière est autorisée à administrer par toutes les voies d'administration, donc par la voie intraveineuse aussi. Dans certains cas, l'infirmière, c'est elle qui va initier l'administration d'un médicament. Il arrive que dans certains milieux de soins, on ait des prescriptions qui sont faites de façon générale. Par exemple, si le patient a mal à la tête, même si dans son dossier, il n'y a pas une prescription pour lui, pour son mal de tête, l'infirmière peut juger que selon la situation, le patient serait admissible pour qu'on utilise une ordonnance collective. Une ordonnance collective, c'est une ordonnance qui s'adresse à un peu tous les patients qui répondent à une liste de critères. Si on dit oui, 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 le patient n'a pas de problème de rein, pas de problème de foie, pas de problème de... On peut lui donner du Tylenol. C'est l'infirmière qui peut décider de prendre cette ordonnance collective-là et de l'initier. L'infirmière peut appeler le pharmacien pour valider des informations si elle a un doute ou des questions. Donc, c'est un travail de collaboration multidisciplinaire. Elle va ajuster le PTI si on a besoin avec certains médicaments. Elle va s'assurer de vérifier que le patient, s'il y a des effets secondaires, qu'on donne les soins nécessaires, etc. L'inhalothérapeute, c'est la professionnelle qui s'occupe de tout ce qui est respiratoire. Donc, l'inhalothérapeute va administrer de la médication qui est en lien avec la respiration. Donc, tout ce qui est traitement en inhalation, par exemple, les pompes qu'on donne pour dilater les bronches, les traitements en nébulisation qui sont un traitement qu'on va donner par un masque à oxygène avec de l'eau stérile qu'on met. Puis c'est vraiment de la vapeur qui sort du masque que le patient va respirer. Donc ça, c'est un traitement en nébulisation. Donc l'inhalothérapeute s'occupe de tout ce qui est mélangé, préparé, administré des médicaments pour les voies respiratoires. Donc, vous voyez qu'on a vraiment différents professionnels qui peuvent être impliqués dans le dossier. Vous, comme infirmière auxiliaire, vos responsabilités, on en a déjà parlé, administrer les médicaments par les voies
autre que la voie intraveineuse, puis tout ce qui est préparer, mélanger les médicaments et la vaccination, c'est vos activités réservées en lien avec l'administration des médicaments. Quand on parle de gestion des médicaments, donc la gestion des médicaments, c'est tout ce qui est contrôler les médicaments, les entreposer, les garder, les distribuer, etc. Donc, il y a plusieurs lois qui agissent là-dessus. On en a déjà parlé. La loi sur les aliments et les drogues, la loi sur la pharmacie, la loi qui règle certaines drogues et substances contrôlées. Donc, les médicaments, la façon de les gérer, de les entreposer, ça relève de plusieurs lois et c'est la responsabilité du pharmacien de s'occuper de tout ça. Le pharmacien, c'est notre spécialiste des médicaments. C'est lui la personne de référence pour tout ce qui est la pharmacothérapie. J'ai une question, j'ai un doute, mon patient a une prescription d'un médicament, je ne suis pas certaine de la dose, je ne suis pas certaine en fonction de la situation. J'ai toujours le droit, comme professionnel, d'appeler le pharmacien et de poser des questions. Oui, on va regarder dans notre guide de médicaments, on va aller chercher des informations, mais si j'ai un doute, la personne de référence, c'est le pharmacien. C'est lui qui va s'occuper des médicaments du moment de la prescription jusqu'au profil de médicaments qui va nous donner la pilule pour qu'on puisse la servir aux patients. C'est vraiment lui qui est responsable de tout ça. Les dispositifs de sécurité, on en a parlé. Donc, la loi sur les drogues et les substances contrôlées, c'est la loi qui va dire que tout ce qui est drogue ou substances contrôlées, donc par exemple les opioïdes, les narcotiques, c'est des médicaments qui doivent être entreposés de façon sécuritaire. On en a parlé, c'est des armoires à narcotiques, donc qui doivent être à clé, soit qui ont un code d'accès, soit que c'est avec l'empreinte digitale. Mais c'est vraiment un endroit où on garde sous clé des médicaments qui nécessitent un suivi, un registre particulier. De moins en moins, on va d'armoires à clé. De plus en plus, c'est vraiment informatisé. Donc, c'est vraiment des cabinets avec plusieurs médicaments qu'on va pouvoir aller chercher nos narcotiques et faire le décompte directement dedans. Le registre des stupéfiants, comme on a parlé dans la première partie, c'est la feuille sur laquelle on va enregistrer et qu'on va faire le décompte des narcotiques. Donc, avant de commencer le corps de travail, on va compter les médicaments qui sont dans l'armoire. Donc, 2 professionnels, une qui finit son corps de travail et une qui commence. On va compter tout ce que l'armoire contient. De cette façon-là, on sait que, à par exemple 16 heures, quand le corps de travail commence, il y avait tant de médicaments dans l'armoire. Et à la fin du corps de travail, on va le faire la même chose, une infirmière qui termine et une infirmière qui commence sa nuit. Donc, à minuit, on va recompter tout ce qu'il y a dans l'armoire à narcotiques et ça devrait concorder avec le décompte. Si ça ne concorde pas, il doit y avoir un rapport d'incident-accident qui est rempli parce qu'on doit faire le suivi. On a un maximum, en fait, c'est le pharmacien qui a un maximum de 10 jours pour signaler le fait qu'il y avait un écart dans le décompte de narcotiques au bureau des narcotiques. Vous avez dans votre chenelière un exemple à la page 17 d'une feuille de décompte de narcotiques. On va y revenir ensemble quand vous allez faire l'exercice dans votre chenelière sur comment remplir adéquatement la feuille de décompte. Mais si vous regardez à la page 17, vous voyez que, comme tout à l'heure, l'exemple qu'on a vu, on a vraiment, par exemple, dans la colonne Administration 1, la date, l'heure, le nom du client, la dose donnée, la dose jetée et la signature d'un infirmier comme quoi il était témoin quand on a jeté la dose. Là, vous voyez qu'il y a une quantité restante, donc par exemple 129 comprimés, et à la ligne en dessous, on a pris un nouveau comprimé, donc il en restait 128. Et on fait, chaque fois qu'on prend un médicament, un décompte de cette façon-ci. Mais on va y revenir tout à l'heure quand vous allez faire l'exercice. Quand on parle de pharmacothérapie, le client a les mêmes droits que quand il reçoit peu importe quel soin.
Donc, les droits dont on a déjà parlé, le droit à l'information, le droit au consentement, le droit à l'inviolabilité, c'est les mêmes droits qui s'appliquent pour ce qui est des médicaments. Quand on parle des droits du client, ça veut dire que le client a droit de recevoir de l'information. Concrètement, quand on parle de pharmacothérapie, qu'est-ce que ça veut dire? Mon patient a le droit de savoir qu'est-ce qu'il prend comme médicament. C'est quoi les avantages? C'est quoi les effets indésirables, les risques à prendre un médicament? Le droit de savoir, par exemple, combien ça coûte, ce médicament-là. Par exemple, certains traitements qui coûtent des milliers de dollars par mois et qui ne sont pas couverts par la RAMQ, le patient doit être avisé de ça. On doit, le pharmacien, offrir au patient la marque commerciale, mais aussi la marque générique. Dans certains cas, ça coûte beaucoup moins cher. Même si le patient ne débourse pas de ses poches, il a le droit de choisir qu'est-ce qu'il préfère. Advenant qu'il y ait une erreur, le patient doit être avisé de la situation, on en a parlé. Il doit être avisé aussi des ressources qui sont disponibles, des services qui sont disponibles en lien avec certains médicaments. Des fois, c'est des services pour, par exemple, recevoir des injections. Des fois, c'est des services pour avoir de l'enseignement, comme par exemple dans le cas du diabète. Il y a des cliniques où on explique comment gérer le diabète autrement que par la médication, etc. Donc, il doit être informé de toutes ces choses-là. Quand on parle de droit au service, le patient a le droit de recevoir les bons médicaments appropriés à son état. Il a le droit de recevoir les soins en fonction de son état. Donc, c'est des choses qu'on a déjà parlé en éthique. Donc, je vais quand même assez vite par rapport à ça. Mais si jamais il y a des questions qui vous viennent, gênez-vous pas. Le patient a le droit de refuser. On en a parlé, le droit à l'inviolabilité. Donc, le fait que si un patient refuse de prendre un médicament, on ne peut pas lui donner de force. Je reviens sur votre responsabilité comme soignant. Si mon patient refuse un médicament, c'est pas simplement il a refusé son médicament, je ne lui donne pas, merci, bonjour. C'est ma première responsabilité. Pourquoi il refuse ce médicament-là, le patient? Est-ce qu'il comprend bien les avantages et les risques de ce médicament-là? Donc, si mon patient me dit non, pourquoi vous ne voulez pas le prendre? Est-ce que vous savez pourquoi vous le prenez? Est-ce que vous connaissez les effets indésirables? Tu sais, souvent, par exemple, avec les analgésiques narcotiques, nos patients vont avoir peur de prendre un médicament. Donc, ma responsabilité, c'est d'expliquer aux patients, là, tu sais, je comprends que vous avez des inquiétudes, mais vous savez que la douleur, ça apporte telle ou telle problématique. Il y a une possibilité d'avoir de la somnolence, de la constipation, mais qu'est-ce que moi, comme soignant, je peux faire pour contrôler tout ça? Une fois que mon patient a reçu toutes les informations, s'il persiste et qu'il refuse tout de même, je vais documenter la situation dans le dossier et j'avise l'infirmière ou le médecin pour qu'en équipe, on trouve une solution pour voir qu'est-ce qui serait le meilleur traitement pour mon patient en fonction de la situation. Donc, c'est pas simplement le patient a le droit de refuser, ça s'arrête là. Mon but, c'est pas de l'obliger ou de le convaincre à tout prix de prendre un médicament, mais surtout de m'assurer qu'il a les informations pertinentes pour soit consentir ou refuser de façon éclairée de prendre ou de ne pas prendre sa médication. Le droit à la confidentialité, concrètement, un patient a le droit de ne pas vouloir que d'autres personnes sachent les médicaments qu'il prend. Il faut faire attention, des fois, un patient peut prendre un médicament puis il y a des visiteurs au chevet, je m'en viens lui donner ses médicaments. Le patient doit savoir qu'est-ce qu'il prend, je dois lui expliquer ses médicaments, mais il faut que je fasse attention de ne pas le faire nécessairement devant d'autres personnes si le patient n'est pas à l'aise. Donc, c'est adéquat de dire au patient « Bonjour, Monsieur Rochon, je m'appelle Marie-Ève, je suis étudiante infirmière auxiliaire, je m'en viens vous donner vos médicaments. Est-ce que c'est correct si je vous explique vos médicaments maintenant quand je vois qu'il y a de la famille autour? » Parce que peut-être que le patient prend un traitement pour une maladie que la famille, les proches n'en sont pas au courant. Donc, il faut que je fasse attention. La confidentialité, ça veut dire que je ne devrais pas expliquer à personne ou dire à personne les médicaments que le patient prend sans son autorisation. Donc, je crois que nous allons prendre une pause pour faire l'exercice dans le chenolière de la page 18 à la page 23. Donc, je vais vous inviter à remplir l'exercice que nous allons corriger ensemble sur Teams en plénière après.
Puis, on poursuivra avec les ordonnances médicales par la suite. Donc, peut-être juste prendre le temps de faire l'exercice dans le chenelière pour intégrer tout ce dont on vient parler jusqu'à présent. Donc, chenelière, page 18 à 23. Puis, on se retrouve tout à l'heure.